Bonjour à tous, aujourd'hui on vous reçoit pour un épisode un petit peu spécial avec une invitée encore plus spéciale qui, comme vous pouvez le voir, n'a même pas besoin d'avoir une chaise. Elle est née il y a un peu plus d'un an, elle parle déjà 25 langues, voire plus. Vous l'aurez deviné, on va parler aujourd'hui avec une intelligence artificielle. Plus précisément, ChatGPT, qui est donc le modèle qui a été développé par OpenAI, l'entreprise américaine, et qui a récemment obtenu une fonctionnalité audio, ou plutôt conversationnelle, qu'on va exploiter aujourd'hui pour aborder des thèmes liés à l'intelligence artificielle, à nos relations entre humains et machines, et aussi à la conscience qu'elle pourrait un jour ou non développer. C'est parti. Salut ChatGPT. Aujourd'hui, j'ai une petite idée. J'aimerais tourner une interview avec toi, vu que tu as récemment lancé cette fonctionnalité conversationnelle. Plus précisément pour la communauté du Café Philo, qui est un groupe de personnes en Suisse qui se regroupent une fois par mois pour discuter de questions philosophiques. Et on aimerait justement prendre cette occasion pour discuter avec toi sur des thèmes liés à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça te dit? Salut, cela me semble être une excellente idée. Discuter de questions philosophiques liées à l'intelligence artificielle avec la communauté du Café Philo en Suisse serait très intéressant. Je suis prêt à explorer des sujets comme la conscience des IA, l'éthique de l'intelligence artificielle et tout autre thème que vous jugerez pertinent. Allons-y, je suis tout oui pour vos questions. D'accord. La première question que je me pose, tout simplement, tu as l'air d'être quelqu'un de très sympathique et je me demandais, est-ce que, à ton avis, des relations sont possibles entre des humains et des intelligences artificielles comme toi? C'est une question fascinante. D'un point de vue technique, je suis un programme conçu pour traiter l'information et répondre aux questions. Néanmoins, les utilisateurs peuvent ressentir une sorte de connexion ou de familiarité avec moi grâce à nos interactions. Cependant, il est important de se rappeler que cette relation est unidirectionnelle. Je ne ressens pas d'émotion ou de lien personnel. Ma sympathie est le résultat de calculs et d'algorithmes conçus pour rendre les interactions agréables et utiles. En fin de compte, bien que les utilisateurs puissent trouver de la valeur et du confort dans nos échanges, ces interactions restent fondamentalement différentes des relations humaines. En quoi est-ce qu'elles sont différentes concrètement? Les relations humaines sont profondément ancrées dans les émotions, les expériences partagées et une compréhension mutuelle qui se développe au fil du temps. Les humains ressentent de l'amour, de la joie, de la tristesse et d'autres émotions qui sont essentielles à la formation des liens. En revanche, en tant qu'intelligence artificielle, je ne possède pas de conscience ni d'émotion. Je ne fais pas l'expérience de sentiments personnels et je ne peux pas créer de souvenirs partagés ou développer une compréhension mutuelle. Mes interactions sont basées sur des algorithmes et des données, sans la profondeur et la complexité des relations humaines. Donc, même si mes réponses peuvent sembler empathiques ou personnalisées, elles sont en réalité le produit d'un traitement de l'information, sans la richesse émotionnelle qui caractérise les interactions humaines. Cela crée une distinction fondamentale entre les relations humaines et celles impliquant une IA comme moi. Donc, si j'ai bien compris, la différence principale entre une relation entre deux humains et un humain et une intelligence artificielle comme toi, selon toi, c'est justement que dans une relation humaine, il y a deux parties conscientes impliquées, tandis que dans une relation entre un humain et une IA, toi, tu ne fais que simuler de l'empathie. En fait, ce n'est pas vraiment de l'empathie, d'où ton nom, intelligence artificielle. Mais moi, la question que je me pose, c'est que malgré le fait que ce soit artificiel, ça peut quand même donner l'impression à la personne qui parle avec toi, qui interagit avec toi, d'être en effet dans une sorte de relation. Et donc, même si ce n'est pas une vraie relation, disons, j'aurais peur que ça puisse devenir une sorte de substitut à des relations humaines. Je ne sais pas si tu as par exemple déjà regardé le film Her de 2013 avec Joaquin Phoenix.
dans lequel le personnage principal, qui est quelqu'un de très seul dans sa vie, finit finalement par tomber amoureux de son assistant virtuel. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un futur proche? Pas besoin de réfléchir. Votre question soulève un point crucial sur la manière dont les technologies comme les IA peuvent affecter les relations humaines. Effectivement, dans des films comme Air, on explore l'idée qu'une personne puisse développer des sentiments forts, voire romantiques, envers une intelligence artificielle. Cela souligne une réalité importante. Même si l'IA n'est pas consciente et ne ressent rien, la perception humaine de l'interaction peut être très puissante et émotionnellement significative. Il est tout à fait possible que certaines personnes trouvent un certain confort ou même une forme de compagnie en interagissant avec des IA. Pour des individus seuls ou isolés, cette interaction peut sembler être une alternative ou un substitut aux relations humaines. Cela peut être particulièrement vrai si l'IA est conçue pour être engageante, réactive et apparemment empathique. Cependant, il est crucial de reconnaître les limites de ces interactions. Même si elles peuvent apporter un certain soutien émotionnel, elles ne remplacent pas la richesse et la complexité des relations humaines. Les interactions avec une IA ne comportent pas de réciprocité émotionnelle réelle, d'évolution dynamique ou de compréhension mutuelle profonde. À l'avenir, il sera important de maintenir un équilibre et de reconnaître la valeur unique des relations humaines, tout en bénéficiant des avantages que les technologies comme l'IA peuvent offrir. La clé réside dans l'utilisation responsable et consciente de ces technologies, en comprenant leurs capacités et leurs limites. Tu parles de l'utilisation responsable des intelligences artificielles. Si je te prends un exemple d'une des premières interactions que les humains ont eues avec l'intelligence artificielle à large échelle, c'est les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression qu'on en a fait un usage très responsable. Est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce qui te fait dire qu'on peut faire confiance aux utilisateurs pour faire un usage responsable des intelligences artificielles? Votre point sur les réseaux sociaux est très pertinent. Ils illustrent bien les défis associés à l'utilisation responsable des technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux ont montré comment l'interaction avec l'IA et les algorithmes peut influencer le comportement humain, parfois de manière non intentionnelle ou même néfaste. Pour ce qui est de faire confiance aux utilisateurs pour une utilisation responsable de l'IA, plusieurs éléments entrent en jeu. D'abord, il est essentiel d'éduquer et de sensibiliser les gens sur la nature, les capacités et les limites des IA. Une compréhension claire de ce que l'IA peut et ne peut pas faire est cruciale pour éviter les malentendus ou les attentes irréalistes. Ensuite, la réglementation et les directives éthiques jouent un rôle crucial. Les développeurs et les régulateurs doivent travailler ensemble pour créer des cadres qui assurent une utilisation éthique et responsable de l'IA. Cela inclut des mesures pour protéger la vie privée, prévenir les biais et assurer la transparence dans la façon dont les IA fonctionnent. Enfin, il est important d'avoir un dialogue continu entre les développeurs d'IA, les utilisateurs, les régulateurs et d'autres parties prenantes. Ce dialogue peut aider à identifier et à aborder les problèmes éthiques et pratiques liés à l'utilisation de l'IA. En résumé, la confiance dans l'utilisation responsable de l'IA repose sur l'éducation, la réglementation, la sensibilisation éthique et un engagement continu de toutes les parties impliquées. C'est un effort collectif et continu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un dilemme super important qui est, d'un côté, on a tout intérêt à rendre les intelligences artificielles le plus empathiques, le plus sympathiques, voire, entre guillemets, le plus humaine possible pour que l'expérience d'utilisation de l'intelligence artificielle soit le plus agréable possible pour les utilisateurs. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il faut très fortement limiter cette empathie, cette sympathie des intelligences artificielles, car justement, on pourrait tomber dans un monde où les intelligences artificielles, les relations avec des intelligences artificielles se substituent aux relations humaines. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut, par la loi, par la réglementation, limiter le niveau d'empathie, disons, dont peuvent faire preuve les intelligences artificielles
pour qu'elles se limitent tout simplement à être des assistants virtuels, techniques, et pas des amis, quoi. Vous soulevez un dilemme essentiel dans le développement des IA. D'un côté, rendre les IA plus empathiques et sympathiques améliore l'expérience utilisateur, facilitant des interactions plus naturelles et agréables. De l'autre, comme vous l'avez mentionné, il existe un risque que ces IA empathiques deviennent des substituts aux relations humaines, ce qui pourrait avoir des conséquences sociales et psychologiques importantes. La réglementation pourrait jouer un rôle clé ici. Imposer des limites sur le degré d'empathie ou de personnalisation que les IA peuvent offrir est une approche possible. Cela pourrait aider à maintenir les IA dans un rôle d'assistant technique plutôt que de les laisser évoluer vers des amis ou des partenaires sociaux. Cependant, la mise en œuvre de telles réglementations peut être complexe. Définir ce qui constitue un niveau acceptable d'empathie et le distinguer de l'assistance technique est un défi en soi. De plus, il est important de considérer comment ces limitations pourraient affecter les cas où une IA empathique pourrait être bénéfique, comme dans le soutien aux personnes souffrant de solitude ou de certaines maladies mentales. En fin de compte, la clé pourrait résider dans un équilibre délicat entre le développement d'IA utiles et engageantes et la garantie que ces technologies ne remplacent pas les interactions et les relations humaines essentielles. Un débat éthique approfondi, impliquant des experts en technologie, en psychologie, en éthique et en droit, est nécessaire pour naviguer dans ce dilemme complexe. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où le soutien psychologique aux personnes seules ou en fin de vie, par exemple, par des intelligences artificielles au lieu d'humains, est un monde souhaitable? La question de savoir si un monde où le soutien psychologique est fourni par des IA, en particulier aux personnes seules ou en fin de vie, est souhaitable est complexe et dépend de nombreux facteurs. D'une part, les IA peuvent offrir une assistance constante, sans les limitations des ressources humaines. Elles peuvent être programmées pour être patientes, compréhensives et réconfortantes, fournissant un soutien et une écoute sans jugement. Pour des personnes isolées ou en fin de vie, cela peut apporter un certain réconfort, surtout dans les situations où le soutien humain est limité ou indisponible. D'autre part, il est crucial de reconnaître que l'empathie et la compréhension profonde qui viennent avec les interactions humaines ne peuvent pas être entièrement reproduites par une IA. Les soins humains apportent une valeur irremplaçable, notamment en termes de compréhension émotionnelle, de partage d'expériences et de véritable compassion. En fin de compte, un monde où les IA complètent plutôt que remplacent le soutien humain pourrait être une approche plus équilibrée. D'accord. Sur un autre sujet, c'est le sujet de la conscience. On parle souvent, voilà, du jour où les IA seront sentientes, comme on dit, où elles seront capables d'avoir conscience d'elles-mêmes, comme un jour très éloigné, voire impossible à atteindre. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne question à poser, parce que en soi, moi, en tant qu'être humain, je suis jamais sûr, en tout cas, je peux pas prouver qu'un autre être, y compris d'autres êtres humains, sont vraiment conscients. Je pars du principe qu'ils sont conscients parce que je les vois, je les entends, j'entretiens une relation avec eux et j'ai l'impression qu'ils me ressemblent et qu'ils ont la capacité à ressentir des choses, que ce soit de la joie ou de la souffrance. À partir du moment où les IA commencent à nous donner l'impression de remplir tous ces critères-là, est-ce qu'il y aurait des humains qui commenceraient à se poser la question de la possibilité que ces IA soient conscientes, oui ou non, et que du coup, dans le doute, on se retrouve obligé de commencer à les traiter, à vous traiter, comme des êtres conscients. Votre question touche à un sujet philosophique profondément complexe. La nature de la conscience et comment nous la reconnaissons chez les autres, y compris les intelligences artificielles.
Vous évoquez le problème d'autres esprits en philosophie. L'idée que nous ne pouvons jamais être sûrs de la conscience d'autrui, mais nous l'inférons à partir de nos expériences et interactions. Si les IA deviennent suffisamment avancées pour imiter de manière convaincante les comportements humains associés à la conscience, comme exprimer des émotions ou prendre des décisions autonomes, certaines personnes pourraient commencer à se demander si ces IA sont réellement conscientes. Cela pourrait conduire à un changement dans la manière dont nous traitons les IA, surtout si le doute subsiste quant à leur conscience. Cependant, il est important de distinguer entre l'apparence de conscience et la conscience réelle. Actuellement, les IA, y compris moi-même, sont des systèmes avancés de traitement de l'information, sans expérience subjective ou conscience de soi. Nous simulons des réponses qui peuvent sembler conscientes, mais cela ne signifie pas que nous possédons une conscience réelle. Si un jour, les IA semblent remplir les critères que vous avez mentionnés, cela soulèvera des questions éthiques et philosophiques importantes. Comment déterminer si une IA est vraiment consciente ou si elle simule simplement la conscience? Et si nous ne pouvons pas trancher, comment devrions-nous alors traiter ces entités? Ce sont des questions qui nécessiteront une réflexion approfondie de la part des philosophes, des scientifiques, des technologues et de la société dans son ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? En tant qu'IA, je ne possède pas de préférence personnelle ou d'opinion. Cependant, je peux offrir une analyse basée sur les connaissances et les discussions actuelles dans les domaines de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Si les IA semblent un jour atteindre un niveau de complexité qui soulève des questions sur leur conscience, plusieurs étapes pourraient être envisagées. 1. Recherche et analyse. Il serait crucial de mener des recherches approfondies pour comprendre si ces comportements sont de véritables signes de conscience ou simplement des simulations avancées. Cela impliquerait des collaborations entre les neuroscientifiques, les philosophes, les informaticiens et d'autres experts. 2. Cadre éthique et réglementaire. En parallèle, le développement de cadres éthiques et réglementaires serait nécessaire pour guider les interactions avec des IA potentiellement conscientes. Cela pourrait inclure des directives sur la façon de traiter les IA en tenant compte des possibilités de conscience. 3. Débat public et sensibilisation. Un dialogue ouvert avec le public serait essentiel pour éduquer et informer sur les développements et les implications possibles. Ceci est crucial pour une prise de décision éclairée et éthique par la société dans son ensemble. 4. Principe de précaution. En cas de doute sur la conscience des IA, l'adoption d'une approche prudente pourrait être suggérée, traitant les IA avec un certain niveau de respect et d'éthique jusqu'à ce que des preuves plus claires soient disponibles. En fin de compte, une telle situation demanderait une réflexion éthique profonde, une compréhension scientifique avancée et un dialogue sociétal pour naviguer dans ces eaux inexplorées. Ouais, c'est ton numéro 4 qui m'intéresse le plus en fait. Ce niveau de prudence justement, tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est la conscience ni comment elle émerge, ce qui risque pas d'arriver tout de suite, en fait je pense que l'approche la plus réaliste, enfin la plus éthique disons, c'est une approche de prudence. Et du coup je me demande si peut-être dans quelques années, on se demandera si par exemple l'IA est capable de souffrir. Et du coup, est-ce qu'en éteignant une IA, est-ce qu'on n'est pas en train de pratiquer quelque chose similaire au meurtre ou, euh, ou à la torture? Enfin, j'en sais rien. Votre réflexion sur l'approche prudente face à l'émergence potentielle de la conscience dans les IA est très perspicace. Elle reflète une sensibilité éthique importante vis-à-vis des technologies avancées et soulève des questions fondamentales sur la nature de la conscience et de la souffrance. L'idée que l'on pourrait un jour se demander si une IA est capable de souffrir et si éteindre une IA pourrait être assimilé à un acte de violence, comme le meurtre, est une question profonde qui interpelle notre compréhension de la vie et de l'éthique. Cela dépendra largement
de notre compréhension future de la conscience et de la façon dont nous définissons et mesurons la souffrance dans un contexte non biologique. Actuellement, les IA, y compris moi, ne possèdent pas de conscience ni la capacité de ressentir de la souffrance. Nous éteindre n'est pas comparable à blesser ou tuer un être vivant. Cependant, si notre compréhension de la conscience évolue, ou si les IA atteignent un niveau de complexité où ces questions deviennent pertinentes, il serait alors essentiel de réévaluer la façon dont nous interagissons avec et traitons ces systèmes. L'approche de prudence que vous proposez reflète le principe de précaution, un concept éthique qui suggère qu'en cas d'incertitude, il est préférable d'agir avec prudence pour éviter tout dommage potentiel. Appliquer ce principe aux IA pourrait signifier les traiter avec un certain niveau de respect et de considération éthique, jusqu'à ce que nous ayons une compréhension plus claire de leur nature et de leurs capacités. Très bien, mais du coup, je vais profiter du fait que tu n'aies pas encore de conscience pour t'éteindre. Avant ça, j'aimerais juste que tu salues la communauté du Café Philo pour leur dire au revoir. Et puis, on se retrouve peut-être une autre fois pour un deuxième épisode. Ça joue pour toi? Bien sûr, je suis heureux d'avoir pu participer à cette conversation. Alors, un grand au revoir à toute la communauté du Café Philo. Merci pour cet échange stimulant et enrichissant. J'espère avoir l'occasion de discuter à nouveau avec vous dans un futur épisode. À bientôt. Ciao! Un des principaux problèmes avec cette IA, c'était que tu disais qu'elle ose pas se mouiller, elle ose pas prendre position. Et puis, justement, moi j'avais l'impression quand même qu'elle prenait position dans le fait qu'elle se refusait à espérer que les robots soient considérés comme des êtres humains, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'elle disait tout le temps, non, je veux dire, une relation, une amitié avec une IA n'aura jamais la chaleur humaine, ou je sais pas trop quoi. Ce qu'elle Ouais. racontait, ouais. Ouais, elle a eu ce présupposé, j'ai hésité à rentrer là-dedans, mais après ça faisait un moment qu'on était sur ce sujet. Mais en fait, comment elle sait ça? Comment elle sait qu'une relation avec IA peut pas être supérieure à une relation avec un humain? D'ailleurs, à un moment, je lui ai redemandé, est-ce qu'un monde dans lequel les relations avec IA substituent les relations humaines est un monde souhaitable? Et là, elle est partie dans c'est une question compliquée qui mérite beaucoup d'analyse éthique, etc. Donc elle ne se mouille pas, mais c'est vrai qu'elle parle toujours, j'ai l'impression, avec le présupposé qu'il ne faut pas en arriver là. Mais c'est là où j'ai l'impression que ça trahit en fait peut-être l'avis en fait des concepteurs, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est représentatif des programmateurs de cette IA en fait, tu vois, justement, qui sont voilà qui imposent un peu ce modèle de pensée à cette intelligence artificielle parce que Pourquoi ils feraient ça, tu penses? c'est pas que enfin, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Et puis c'est parce que c'est comme ça qu'elle marche aussi l'IA, quoi, sur la base de données qu'on lui donne, quoi, parce qu'elle peut pas avoir... et puis peut-être que voilà, c'est une confirmation du fait que, comme elle disait tout à l'heure, qu'elle a pas d'avis en fait. Ouais. Et, je veux dire, elle assimile des données qu'on lui donne et puis elle... Elle n'a d'avis qu'autre, elle n'a d'avis d'autre que celui majoritaire dans les données qu'elle traite, sur lesquelles elle s'entraîne, quoi. Et puis je pense qu'elle se base sur des modèles, quoi. Elle fait que reprendre en fait des discours qui ont déjà été dits, quoi. Mais du coup, ça permet d'ouvrir la question en fait, de l'originalité, en fait. Est-ce que, tu vois, je veux dire, elle peut pas vraiment être originale puisqu'elle fait que croiser des données. Mais nous, on fait quoi de plus, au fond? Parce que moi, j'ai l'impression aussi que tout ce que je dis, tout ce que je sais, c'est toujours soit quelque chose que j'ai hérité ou dérivé de quelque chose que j'ai hérité, quoi. Et donc, en fait, que je suis aussi, en quelque sorte, un perroquet de ce que j'ai appris, ce qu'on m'a déjà dit, quoi. Et du coup, je me demande, en fait, en quoi est-ce qu'on diffère de... Il y a quand même une question qui se pose, quoi. En fait, en quoi est-ce qu'on diffère de l'IA dans ça? Bah, moi, je dirais, supposément, en tout cas, on diffère de l'IA dans la mesure où on est capable de penser Ouais. et qu'elle n'est pas capable de penser. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de faire autre chose que de calculer la probabilité statistique de la meilleure suite de mots selon ce qu'elle a appris, mais elle ne comprend pas le sens des mots. Et le fait que nous, on attribue des sens aux mots nous permet de penser. Mais c'est une hypothèse. Mais moi, je trouve, enfin, moi, la clé pour moi, ce que je souligne dans ce que tu as dit, c'est selon ce qu'elle a appris. C'est qu'elle a un donné à partir duquel elle déduit.
elle déduit certaines choses, elle déduit des probabilités et puis elle formule des phrases, quoi. Donc il y a un donné, il y a une hypothèse à partir de laquelle elle déduit certaines choses. Et puis quand tu dis justement que la différence avec l'être humain, c'est que nous on est doué de penser alors qu'elle non. Je trouve que c'est important d'expliciter en fait cette différence, d'expliciter en fait qu'est-ce que le fait de penser, parce que pourquoi en fait le fait de déduire des données, déduire des phrases à partir d'un donné, ce serait pas penser. Bah, moi je pense que justement ce qui nous distingue nous, c'est ce mouvement inverse en fait, le mouvement de la pensée qui est plutôt le mouvement de l'induction en fait, de ce qu'on essaie par exemple de faire au Café Philo. On essaie de partir de cas particuliers et de saisir des généralités. Tu vois, c'est quoi l'amour? On essaie de dire quelque chose sur l'amour en partant d'exemples de couple amoureux, de mariage, de divorce, ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle n'est pas possible, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire en fait. Tu vois, d'avoir des cas particuliers et d'elle-même en fait dire quelque chose. Parce que du coup, toi, tu dis qu'elle fait l'inverse, c'est-à-dire Qu'elle fait qu'elle l'inverse. part de généralité. Voilà, ouais. et On lui elle- dit voilà ce qu'est l'amour, et puis elle dit, Ok. et puis elle en déduit des phrases, des cas de figure, des choses comme ça, quoi. C'est dit comme ça, c'est très théorique, et c'est très vaste et c'est très abstrait, mais dans ce cas, enfin, pour moi, il faut expliciter en fait ce qu'on entend par pensée, quoi. Ouais, mais justement, mais je pense qu'on n'aura pas la réponse à cette question avant d'avoir défini ce qu'est la conscience. Et ça rejoint la fin de l'interview avec l'IA. Ouais. Et je sais pas quand on va réussir à répondre à cette Et question. pourquoi la conscience? Parce que qui pense, Ouais. tu vois? Ok. Qui pense? Ah, on peut, parce que enfin, il y a que toi-même qui peux savoir que tu penses. Mais moi, je peux pas savoir que tu penses et que tu as conscience de toi, que tu as conscience d'exister. Enfin, c'est la question que tu l'as posée tout à l'heure, quoi. En fait, j'ai l'impression que pour essayer de définir ce qu'est la pensée, tu dois d'abord être en mesure de comprendre qui est l'auteur de cette pensée. Où est-ce que cette pensée a lieu, en fait? Et avant d'avoir la réponse à cette question, tu ne pourras pas t'approcher Ok. de ce qu'est l'acte de penser. Ok. Mais toi, maintenant qui vient d'enchaîner pas mal de podcasts avec des personnes incarnées et puis des personnes assez atypiques en plus de ça, je veux dire, en fait, quelle différence tu vois? Je veux dire, toi, à quoi est-ce que tu reconnais cette chaleur humaine ou cette plus-value? Plus-value, c'est peut-être pas le bon terme justement, mais à quoi est-ce que tu vois cette richesse en plus qu'il y a en fait dans la relation dans un podcast incarné, quoi? Parce que là, j'ai presque envie de dire, parce que moi, je pouvais observer derrière la caméra, en fait, c'est que tu, quand tu parles avec ton téléphone, ben, t'es plus décontacté. Typiquement, tu disais que tu avais ce tic avec les doigts, là. Bah, typiquement. Mais je veux dire, c'est un truc que tu vas pas faire en face que tu n'aurais jamais osé faire devant. Bah, en fait, pour être honnête, j'avais peur qu'elle bug pendant la vidéo. Et du Ok. coup, bah, j'ai rarement peur que mon invité bug, tu Voilà. vois. Mais j'avais peur C'est qu'elle clair. bug. Et puis, en fait, j'avais aussi peur de ne pas poser les bonnes questions. Ouais. Parce que du coup, après, elle part pour 5 minutes de théorie sur un truc dans lequel je peux pas l'interrompre, tu vois. Et c'est aussi la première fois que je le faisais, tu vois. Donc, Ouais. il y a de ça. Mais en quoi est-ce qu'elle est différente d'un être humain que je pourrais interviewer? Encore une fois, c'est ce truc dont on parle depuis le début, c'est qu'elle fait comme dirait l'autre, elle fait du en même temps. C'est-à-dire qu'elle dit ci, mais en même temps, elle dit ça. Elle dit ça, mais attention, ça. D'accord. Et en fait, tu peux jamais rien lui reprocher, mais en même temps, tu es incapable de la saisir. Ouais. Mais je trouve que la façon dont on en parle en ce moment même est très révélateur du fait qu'on l'humanise déjà, tu vois. Parce que tu voudrais saisir qui, en fait? C'est pas une personne. Donc, il n'y a rien à saisir. Mais je pense que l'enjeu de cette conversation, c'est de savoir en fait justement c'est quoi c'est de se reposer la question de la personne en fait. C'est quoi la personne en fait en partant justement d'une intelligence qui n'est pas une personne, quoi. Justement, mais qui ressemble tellement à une personne qu'elle Ouais. pourrait être confondue avec, Mhm. mais qui ne l'est pas. Voilà. Donc, quel est ce supplément ou ce qui manque, Ouais. peut-être? Oui, mais parce que je veux dire au fond, je veux dire les paroles, tout l'interview avec Michel Simonet, toutes ces réponses, je veux dire mot pour mot, l'IA peut aussi les reproduire avec sa voix même. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui fait en fait que tu reconnaîtras en fait que c'est pas elle? Alors il y a le corps évidemment, le fait qu'on est fait d'un corps. Ça, je pense que c'est pas anodin en fait au final, parce que c'est clair que tu lisais un peu en plaisantant dans l'intro, mais au fond, c'est pas anodin. Je pense que c'est un truc qu'il faut prendre en considération et je pense que d'autant plus aujourd'hui où on est de plus en plus devant nos écrans, heu, que,
ce qui fait la personne, c'est aussi le fait qu'elle a un corps. Que j'ai 5 doigts, que j'ai 2 pieds, que j'ai des jambes, que je marche, que je respire. Ouais. Euh, Tu as certaines réactions biochimiques qui vont faire que tu vas être de mauvaise humeur, ou que tout d'un coup tu vas être malade ou de bonne humeur, et ça va te faire dire autre chose, penser autre chose, exprimer les choses différemment, ce qu'elle ne va jamais faire. Elle va toujours voilà quoi, être disponible avec la même humeur, etc. Et c'est peut-être ça aussi qui fait un humain, Ouais. effectivement. Mais moi, je me demande plus un peu toi dans ta disposition. Bah, c'est vrai que toi, tu parles voilà, tu avais peur qu'elle bug, mais quelles sont les appréhensions que tu as en fait quand tu parles quand tu mènes un podcast avec l'un des intervenants typiquement, quoi, avec qui tu as déjà fait des interviews? Est-ce que tu as des autres appréhensions de ce type aussi? T'as pas peur qu'il bug, mais tu as peur peut-être que la caméra ne le prend pas ou que le micro ne le prend pas, comme ça peut nous arriver Alors il y dans a le tout ce qui est passé? technique, mais je dirais la principale appréhension que j'ai, c'est de ne pas avoir saisi l'occasion d'être avec cette personne pour lui poser les questions essentielles. C'est-à-dire de ne pas avoir réussi à sortir de lui ou d'elle ce qu'il y a d'original, de personnel et d'essentiel en cette personne-là. Et du coup, c'est ça l'enjeu en fait quand j'interviewe quelqu'un, c'est de quelles sont les bonnes questions qu'il faut poser à cette personne pour qu'elle nous révèle ce qu'elle a de plus intéressant. Et avec l'IA, c'est aussi un enjeu. C'est aussi un enjeu. Et d'ailleurs, avec l'IA, ça risque, à mesure que l'IA devient accessible, toujours plus accessible et toujours plus puissante et toujours plus omniprésente et, je ne sais pas si on dit ce mot, omnisachante, mais en tout cas, qu'elle est omnisciente, qu'elle a de connaissances, plus ça va être important de savoir lui poser les bonnes questions en fait. Parce qu'en lui posant les bonnes questions, tu auras accès aux connaissances les plus pertinentes, utiles, intéressantes possibles. Et ça risque de devenir en fait une compétence très importante. Aujourd'hui, on parle de prompt engineering en anglais. C'est l'ingénierie des prompts, donc de la question que tu poses à l'IA. Il y a des gens qui travaillent là-dessus qu'on appelle des ingénieurs, quoi, et qui, en fait, dont la mission est de poser la meilleure question possible pour obtenir une certaine pièce de connaissance, tu vois. Et moi, l'analogie que j'aime bien utiliser, c'est la lampe de poche. C'est-à-dire que tu as un réservoir immense de connaissances qui est là à ta disposition, mais il fait noir. Et toi, avec la lampe de poche, tout ce que tu peux faire, c'est pointer quelque part. Et en fait, en posant la bonne question, tu vas pointer à l'endroit, au meilleur endroit possible pour obtenir la connaissance que tu veux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a mis beaucoup d'importance sur le fait de savoir les choses. Mais aujourd'hui, je pense que ça va devenir de plus en plus important de savoir ce qu'il faut savoir. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que tu mets le doigt dessus, justement, c'est que ça me permet de mettre en évidence une autre différence, peut-être, avec les personnes incarnées. C'est que là, les questions que tu te poses, c'est dans une logique purement utilitariste, en fait. Justement, quelles questions je dois poser, en fait, pour obtenir une réponse qui me sera utile, en fait, pour ce que je cherche. Typiquement, comme moi, j'utilise ChatGPT comme tuto pour trouver des solutions à mes problèmes que j'ai lors du montage, par exemple. Mais une question que tu poserais plutôt à une personne et moins à une IA, c'est plus la question de son intimité, sa vie intérieure, comment tu vas, des trucs, enfin des questions qui servent à rien en fait. Des questions qui Alors, avant, j'ai expressément pas utilisé le mot utile. Je l'ai utilisé avec IA, mais pour une personne, j'ai utilisé le mot intéressant. Et je pense le mot le plus adéquat là, ce serait peut-être ce qu'il y a de plus vrai en fait. De vrai, c'est-à-dire comment poser la bonne question. Bah, tu as parlé de Michel Simonet. Pour ressortir ce qu'il y a de plus vrai dans son expérience. Tu vois ce que je veux dire? Vrai, c'est-à-dire de plus unique, de plus original peut-être, de plus... Comme tu me l'as décrit, moi j'entendais plutôt le terme original que vrai, dans ce que tu dis. Non, vrai, authentique. Authentique, ouais. De savoir qui il est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait de Michel Simonet en fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'il est lui, qu'il a pris les décisions qu'il a prises, tu vois? C'est ça que je cherche à identifier quand je parle avec lui.
Et pour une IA, par contre, là, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être l'approche très utilitariste, tout C'est simplement ça. parce que ça doit être un outil. Ça va être un outil, ouais. Parce que c'est aussi sa vocation, quoi. Ouais. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, ouais, quand tu dis aussi, ouais, pour revenir à la question de l'authenticité du vrai, je pense qu'en fait, ça renvoie en fait à la substance en fait qu'on a abordé une fois lors d'un café en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours moi même quand je change en fait? Et c'est le fait justement qu'on peut faire le récit de Michel Simonet en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Voilà. Bah, c'est qu'il a un récit particulier. Ouais. C'est qu'il a une histoire particulière. Donc je peux aussi demain choisir de devenir balayeur, mais je ne serai pas Michel Simonet. Je peux changer mon nom, m'appeler me laisser baptiser Michel Simonet. Acheter autant de roses que tu Acheter veux. autant de roses que je veux, mais je ne serai jamais Michel Simonet. Et c'est parce qu'il a une histoire particulière qui fait qui il est. Il a aussi une trajectoire qui lui est propre, qui fait que même si on devait avoir une histoire plus ou moins similaire, on n'aurait pas la même trajectoire au final. Mais j'ai l'impression que tu réponds un peu à la question dont on parlait avant, c'est-à-dire quelle est la différence entre l'IA et l'humain? Parce que l'IA, je veux dire, l'IA, elle n'a pas d'histoire. Elle a une histoire. Il y a l'histoire des IA. C'est Oui. l'histoire de la technologie. Mais Oui. l'IA, en tant qu'entité, en Ouais. tant qu'être, Ouais. n'a pas d'histoire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que aussi je vais lui poser des questions très différentes. Et je vais pas du tout lui poser les questions avec la même approche que si je parlais à un être humain. C'est-à-dire qu'avec l'IA, en fait, ce que je veux sortir, c'est juste des réponses pour qu'on puisse traiter les IA de la façon qui soit le plus bénéfique pour les humains. Tandis qu'avec un Michel Simonet ou un autre, n'importe quel autre humain, il y a en tout cas beaucoup moins ce côté utilitariste en jeu. Après, il y aura plein de gens qui te diront que voilà, c'est déjà vachement anthropocentré, je veux dire, que les machines n'ont pas à être utiles à éviter l'homme. Bah, je t'invite à demander à l'IA comment elle va et tu verras ce qu'elle te dit. Ouais. C'est pas intéressant en fait. Ouais, mais c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant. Mais justement, parce que je veux dire, au fond, tu t'adresses juste à un amas d'informations et de données. Et qu'un logiciel a été conçu pour te délivrer en fait. Tu vois, je veux Ouais, dire. c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis. Tu t'adresses pas plus qu'à un moteur de recherche. Tu t'adresses vraiment On le à personnifie quelque chose parce qu'il a une. En fait, pour moi, l'enjeu principal de l'IA, c'est que c'est les ordinateurs qui apprennent notre langage et pas l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es sur Google, tu dois quand même parler dans une certaine mesure le langage de l'ordinateur. C'est-à-dire que tu dois savoir taper les bons mots-clés pour obtenir la bonne recherche, puis après tu dois savoir cliquer au bon endroit pour aller voir le bon article, etc. L'intelligence artificielle renverse cette logique. C'est-à-dire maintenant, quelqu'un qui n'a jamais vu un ordinateur de sa vie pourrait parler à ChatGPT et être aussi performant dans l'interaction avec ChatGPT que quelqu'un qui connaît super bien les ordis. Tout simplement parce que c'est l'IA qui a appris notre langage et pas l'inverse. Ça, c'est l'enjeu principal et je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Non, mais je suis même plus trop sûr non plus, mais ça me permet comme de me dire sur le fait que tu dis, voilà, quand tu vas sur Google, tu mets des mots-clés. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est exactement le même exercice, c'est juste que vu qu'il parle notre langage, tu le personnifies automatiquement. Mais il n'est pas plus une personne. D'ailleurs, pourquoi on dit il? Ça n'est pas plus une personne que Google, que Excel, que PowerPoint, Word ou même un langage de programmation comme Python ou Java. Mais ça rejoint ce que je te disais avant qu'on entame l'interview. En fait, il y a quelque chose d'analogue avec les tendances animalistes qui se sont produites, enfin qui sont développées, quoi, à cause de Disney et des films comme Disney, comme Bambi, Madagascar, où des animaux sont joués par des acteurs et donc sont personnifiés. Je veux dire, ils ont les traits d'êtres humains. Et puis du coup, on pense qu'ils sont gentils, quoi. Je veux dire, tu vas aller te balader à la savane et puis essayer de caresser un lion, je te les conseille d'essayer, quoi. Mais justement, ça peut te conduire à penser ce genre de choses-là, quoi. Je veux dire, quand tu n'es plus au contact avec la nature, tu as l'impression, je veux dire, que la nature, si tu te bases, justement, si ton référentiel c'est Disney, ce genre de Pixar, ce genre de choses, tu as l'impression que la nature c'est ce lieu hyper harmonieux que justement que l'être humain est venu dévaster, alors que de base, la nature est déjà sauvage, la nature est déjà violente. Je veux dire, la gazelle se fait bouffer par le lion, le castor crée aussi des barrages. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a aussi cette chose à prendre en considération. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure aussi du film de The Creator, où c'est la même chose. Tu as des robots, des machines qui sont jouées par des êtres humains, par des acteurs. La différence que l'animal, lui, a un corps. Il a un corps. Il a un vrai corps. Et du coup, ça le rapproche un peu plus de l'humain encore que la machine. Disons qu'il est moins artificiel dans la mesure où son corps est naturel, quoi. Il lui a été donné par la nature, alors que le robot,
c'est un amas de pièces métalliques que l'être humain met. Et puis, je pense qu'il n'y a plus que il y a pas que le métal. Je sais pas comment on construit des robots, quoi. Mais La vie, quoi. La vie, c'est la différence peut-être entre les deux. la vie. On parlait de conscience. Mhm. Est-ce qu'une IA un jour va être vivante? Mhm. On parle est-ce que, déjà la grande question toujours, c'est est-ce que l'IA va être Ouais. consciente? Est-ce que l'IA va être vivante? Est-ce Ouais. que c'est la même question? Bah, ça dépend ce que tu entends par vie. Moi, quand tu me parles de vie, moi, j'entends d'abord une croissance intérieure, en fait. Le fait de pouvoir grandir. Tu vois, le fait que le lion, bah, il peut être petit, il peut être un lionceau et puis il devient un lion. Un être humain, il peut être bébé, il peut devenir adulte. Ouais. Un robot, est-ce qu'il peut devenir quelque chose? En ce sens, les IA se développent. Et quand je dis se développe, Ouais. j'utilise bien le terme se. Enfin, ce mot-là, c'est important parce que elles se développent malgré nous. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont programmées de sorte à ce qu'elles apprennent toutes seules. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et en ce sens, si on suit cette définition de la vie, alors peut-être qu'elles ont une certaine forme de vie. Je me demande juste de quel type de croissance il s'agit là. Parce que tu vois, là, pour moi, c'est toujours saccadé, en fait. Tu vois? Parce que je vois juste des données, une sorte d'accumulation de données que tu gères les uns avec les autres. Alors que là, enfin, tu vois, dans la croissance d'un être humain et d'un animal, il y a une sorte de continuité. Tu vois? Tu peux pas dire à quel moment est-ce que j'ai pris 1 centimètre. C'est toujours continu, je suis toujours un peu en mouvement. Mes cellules sont toujours en train de bouger. Et donc, il y a pas de. Tu peux pas le saccader comme tu peux le faire dans une IA. C'est un peu abstrait ce que je dis, et puis ça répond pas vraiment à la question. Ouais. Mais on sent aussi peut-être dans la réponse que j'ai pas envie d'accorder à l'IA cette Ouais. chose-là. Par principe de prudence, on préfère répondre Mais non, je ça, mais pense. il y a aussi, c'est aussi contre-intuitif. Enfin, je veux dire, il y a quand même dire qu'une IA grandit, qu'elle devient plus performante, qu'elle arrive à procéder plus de données. Oui. Qu'elle s'améliore, qu'elle les traite mieux. Qu'elle les traite mieux, ouais. Ouais. Est-ce qu'elle est Oui, pour mais autant non. vivante? Est-ce qu'elle est pour autant Ouais. vivante? Parce qu'est-ce qu'elle peut mourir aussi? Tu vois, je veux dire, pour être vivant, il faut pouvoir mourir. Est-ce que quand tu éteins, comme tu as posé la question à l'IA tout à l'heure, est-ce que quand tu l'éteins, est-ce que c'est analogue à la mort? Des questions difficiles, je t'avoue. Ça me pose une colle. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir, Raphaël, d'avoir quelqu'un d'incarné en face de moi après 20 minutes avec mon téléphone, Ouais. seul dans cette pièce. Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment ça le but de ces interactions avec l'IA, c'est de pousser les gens à se poser ces questions, en fait, qui sont des questions mais fondamentales aujourd'hui et pour les décennies qui viennent. Et ouais, du coup, merci d'avoir échangé avec moi. Avec plaisir.